regardons tous le joli visage de Morgane et son sourire qui s'affiche à notre écran. Merci Jean-Paul. Mais merci à tous. Bonjour à tous. Donc, on va faire l'intervention en collaboration du coup avec Livia. Donc, Livia Arce qui, je ne sais pas si tu veux te présenter peut-être Livia Oui, directement. rapidement après, mais du coup, bonjour, je m'appelle Livia Arcé et du coup, moi, je suis psychologue clinicienne et j'ai une double casquette parce que je suis aussi comportementaliste canin et je donne des formations dans des centres de formation pour comportementalistes canins, équins, félins et des praticiens en médiation par l'animal. Voilà, et donc du coup, Livia a accepté aujourd'hui de venir témoigner un petit peu dans le cadre de cette thématique des nouveaux publics. Alors, nouveaux publics, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'AFDEM, les populations, en tout cas les publics qui sont principalement représentés, appartiennent plutôt au champ du sanitaire, du médico-socio-éducatif. Hein, donc, médecins, infirmières, kinés, ostéo, assistantes sociales, éducateurs, psychologues, etc., etc. Mais finalement, on n'a pas forcément trop d'autres types de publics. En tout cas, qui suivent les formations à l'AFDEM ou pour lesquelles on est sollicité. Et ça nous semblait peut-être aujourd'hui important de pouvoir, je mets juste mon timer pour pas dépasser le temps imparti. Ça nous semblait aujourd'hui important peut-être de pouvoir s'interroger, de poser des questions sur, OK, mais est-ce qu'à un moment donné, le M ne pourrait pas être aussi efficace et pertinent dans d'autres domaines avec d'autres publics? Je vais vous partager mon PowerPoint. Pourquoi? Parce que on est tous plutôt convaincus que le M va probablement sauver le monde un jour. Voilà, peut-être que le M, il peut sauver le monde un jour et on va vous expliquer pourquoi. Mais bon, généralement, on a tendance avec Livia à s'enflammer un petit peu et un petit peu exagérer. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être déjà commencer par sauver les animaux. Pourquoi les animaux? Parce que aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres, on cohabite quand même avec pas mal d'espèces, que ça soit des animaux domestiques ou ce qu'on appelle malheureusement des animaux de rente. Avec un nombre qui est quand même assez important, un impact écologique, mais aussi un impact sociétal et financier. Aujourd'hui, on a 50% des foyers français qui possèdent un animal domestique en 2022, donc la moitié. On relève pas mal de cas de morsures, par exemple, entre autres pour tout ce qui concerne chiens, chats, etc., etc., etc. On a pas mal de morsures qui vont concerner des enfants, souvent. Pas mal d'abandon aussi, hein. Ça, vous avez peut-être l'habitude de voir les campagnes d'abandon qui défilent régulièrement, soit à Noël, soit pendant l'été, avec des refuges qui se remplissent de plus en plus d'animaux errants, qui du coup amènent un impact au niveau sociétal, financier, écologique, etc., etc., etc. La cohabitation interespèce. Alors déjà, on voit que la cohabitation dans notre propre espèce, c'est des fois un petit peu compliqué, mais la cohabitation interespèce, c'est quelque chose qui est encore un petit peu différent et qui entraîne pas mal de violences, de maltraitance, souvent liées à de l'incompréhension et de la méconnaissance. Il s'avère que pour pouvoir faciliter cette cohabitation entre les espèces, on a des professionnels qui existent en France et dans d'autres pays, entre autres par exemple tout ce qui est vétérinaire, comportementaliste canin, ostéocanin. Il y a tout un ensemble et un vivier de professionnels qui gravitent autour de cette sphère et qui vont accompagner les binômes humains et animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les professionnels, on en parle très peu. La seule formation obligatoire, par exemple, éducateur canin, c'est une formation qui dure 14 heures et plutôt centrée sur les aspects législatifs et sanitaires. Or, on parle très peu de psychologie humaine, alors que finalement, pour pouvoir faire progresser, évoluer le comportement d'un animal, améliorer le mieux-être, etc., 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 on accompagne, comme avec les enfants, par exemple, principalement les adultes et les humains. Et on s'est dit avec Livia, donc étant toutes les deux formées en comportement canin et voyant un petit peu ce qui se passe dans le milieu de cette cohabitation humain-animaux, qu'il y avait peut-être des choses à faire pour l'entretien motivationnel. Pourquoi? Alors, ça fait 1 an et demi du coup qu'on est sur cette petite expérience. Pourquoi? Alors, ça commence à se développer tout doucement, mais pas en France, plutôt dans d'autres pays, entre autres en Suède et au Royaume-Uni, où ils commencent à intégrer dans les formations des professionnels des approches d'entretien centrées sur le client et entre autres l'entretien motivationnel. C'est tout petit, c'est encore très léger, mais il y a quelques études qui sont parues, entre autres sur les vétérinaires. Donc, ils ont formé plusieurs échantillons de vétérinaires au Royaume-Uni et en Suède, et puis les résultats montrent que finalement, comme un petit peu dans le milieu de l'accompagnement des humains, médecins, psychologues, infirmières, etc., etc., éducatifs, éducateurs, comme on peut avoir aujourd'hui auprès des humains, on retrouve les mêmes modes de communication que les professionnels de l'accompagnement de l'humain. Donc, on va plutôt retrouver des stratégies verbales qui vont être de l'ordre de la persuasion,
de la collecte de données et du fait de donner des informations, voilà, poser beaucoup de questions fermées, etc., etc. Ce qui du coup a montré dans les études que par rapport à ce qu'on demande d'appliquer, que ça soit en termes de modification d'environnement, de modification de stratégie éducative par rapport à l'animal, mais aussi d'adhésion à des traitements, un suivi à des traitements, entre autres sur les soins dentaires, on a peu d'adhésion finalement des clients qui viennent les consulter. Ils ont fait une énorme étude donc entre 2020 et 2021 sur 170 fermes laitières, parce que là on parle des animaux domestiques, mais ça concerne aussi tout ce qu'on appelle malheureusement encore une fois les animaux de rente, où ils ont montré que donc ils sont souvent dans des conditions qui sont assez défavorables et en inadéquation avec le bien-être pour un être vivant. Ils ont montré que voilà, encore une fois, les recommandations d'amélioration de la vie de ces animaux faites par les vétérinaires étaient très peu suivies par les agriculteurs. Ils ont donc décidé de former plusieurs échantillons de vétérinaires à l'entretien motivationnel et ils ont fait des études assez courtes. Alors, les échantillons sont pas énormes, donc la solidité, la fiabilité de l'étude peut venir être interrogée, mais en tout cas, dans les résultats et les premiers résultats qui sont sortis de ces premières études, on retrouve exactement ce qu'on retrouve dans l'entretien motivationnel qui a été étudié sur un public plutôt humain, médecine, changement de santé, etc., avec une augmentation du discours changement, une meilleure alliance thérapeutique, un meilleur engagement dans la relation, dans le changement, et de facto une mise en action des recommandations beaucoup plus importante avec un maintien dans le temps. Ce qui est quand même très intéressant. Partant de là, on s'est dit avec Lévia, mais mince, en France, il n'existe rien du tout. Si on tentait de former en tout cas les professionnels de l'accompagnement humain-animaux, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, c'est ce qu'on fait du coup depuis 1 an et demi. Donc, on est à une 60aine de professionnels formés, si je dis pas de bêtises. 60 ou 80, je sais plus, où on commence à avoir tout doucement des retours. Et ce que j'aurais envie peut-être de vous proposer, c'est peut-être que Livia nous partage son expérience en tant que psychologue comportementaliste canin formé en entretien motivationnel niveau 1 et 2 avec l'AFDEM, pour savoir un petit peu ce que ça peut apporter dans la pratique. On va un peu vite parce que le temps est court, mais... Oui. Moi, ce qui était peut-être aussi important à amener, parce que du coup, tu as pas mal bien résumé les choses, c'était qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais c'est des métiers, du coup, qui sont très demandés. Il y a un essor de plus en plus aujourd'hui, surtout depuis, on va dire, 2 ans au moins avant ce qui s'est passé avec le Covid. On avait déjà beaucoup, beaucoup de demandes pour ce type de profession, pour ce type de formation aussi, qui sont du coup, comme l'a dit Morgane avant, il y a une seule formation qui est obligatoire de 14 heures, plutôt sur l'aspect législatif. Maintenant, il y a pas mal de centres de formation. Il y en a, je pense, une bonne quinzaine des gros en France, proposés pour ces métiers-là. Et il y a un grand aspect, si je dois le dire comme ça, il y a un grand aspect qui est assez mis de côté, c'est que très souvent on dit que ces personnes sont formées pour accompagner l'animal. Sauf que, je pense qu'on l'a tout bien compris, mais ces personnes sont surtout formées et on va leur demander de venir accompagner un humain pour pouvoir agir dans le bien-être, dans le changement, la modification environnementale pour l'animal, en fin de compte. Mais il va y avoir un réel accompagnement humain pour lesquels ils sont plutôt dépourvus de formation et d'outils. Donc, dans l'idée de la formation de l'EM, nous, c'était vraiment de pouvoir apporter un peu un outil, des outils, des soutiens à ces professionnels-là qui sont pour le coup en réelle difficulté. On a les chiffres sont pas exacts, du coup, ils sont avec une association, voilà, mais qui relate, en tout cas, de tous les adhérents de cette association francophone, de plus de 67% de professionnels qui, au bout de 2 à 3 ans, vont arrêter leur activité de comportementaliste pour des raisons, pour la plupart, des raisons de complications humaines, de fatigue, de burn-out, de perte de confiance en eux ou dans leur travail, dans leur capacité professionnelle, parce qu'ils se rendent compte que voilà, les humains n'ont pas envie, ils sont pas motivés, ils veulent pas, ils m'écoutent pas. J'ai beau leur dire, mais ils ne font pas, ils mettent pas en place. Et c'est une réelle fatigue pour tout le monde. Du coup, on en est quasiment à la 3e, une 60aine de personnes formées via Game of Pause avec Morgane. Et on s'est rendu compte, avec les retours, qu'il y a bon, je pense que ça va pas être une grande surprise, mais qu'il y a une grande légèreté qui est amenée, une grande aide de la part de ces professionnels qui se permettent, parce qu'en fait, c'est des professionnels qui vont, sans s'en rendre compte, ils vont rentrer dans l'intimité des personnes, ils vont rentrer dans des types de relations avec leur animal. Alors, je sais pas si vous êtes très animaux, mais il peut y avoir des identifications à son animal, des projections, il peut y avoir différents types de liens. C'est pas toujours un chat ou un chien pour certaines personnes, ça peut être un véritable membre de la famille. Et des professionnels là, ils rentrent dans leur foyer, dans leur quotidien, dans leurs habitudes, et puis vont venir toucher à ce lien-là
Ce qui fait que des fois, il y a des choses qui vont leur être déposées qui sont assez massives et il faut pouvoir s'en dépatouiller. Pas le prendre en charge, mais tout du moins pouvoir le prendre en compte dans le travail et rediriger au besoin vers d'autres professionnels. Et c'est là où l'EM est venu, pour la plupart, en tout cas, quand on en discute, parce qu'on y suit, on discute, on est présente, qui vient vraiment les aider dans l'accompagnement quotidien, dans la mise en place, dans la durée, dans le fait de tenir dans la durée les changements, et dans le fait, en tant que professionnel, de pouvoir retrouver une forme de bonheur dans son travail, parce qu'on sait qu'on peut accueillir, qu'on a les outils, qu'on sait, qu'on se sent plus confiant, et qu'on peut être plus présent pour l'autre. Et je passe toute la remise en question sur la posture professionnelle de chacun. Merci Livia. Donc il y a effectivement, comme Livia le dit très bien, et ce qu'elle a pu expérimenter aussi dans sa pratique à elle, ce côté où à un moment donné, ça va venir d'une certaine façon apporter plus de légèreté et protéger un petit peu le professionnel et puis pouvoir lui permettre de perdurer aussi dans sa pratique professionnelle. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire au niveau des clients qui reçoivent. Il y a aussi une amélioration, en tout cas sur les retours qu'on a pu avoir, une amélioration des problématiques, des résolutions d'ambivalence, puisque on va retrouver exactement le même processus. C'est un petit peu comme, alors je sais que certains aiment pas trop la comparaison ou le parallèle, mais on va retrouver à peu près les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans la parentalité. Donc c'est à peu près le même type d'accompagnement. Donc voilà, on va retrouver des personnes qui vont être plus engagées dans les changements à mettre en œuvre. Donc du coup, une diminution aussi des violences et des maltraitances qui peuvent avoir lieu, parce que on se rend pas forcément compte qu'avec un animal, il peut y avoir des situations assez dramatiques et assez lourdes au quotidien, avec des personnes qui se retrouvent en isolement social, qui doivent quitter leur travail parce que l'animal, le chien, fait de l'anxiété de séparation, qui ont plus de vie de couple parce que dès qu'ils sortent, le chien détruit tout et aboie. Donc du coup, il y a des plaintes qui sont déposées régulièrement, des problématiques autour de chiens mordeurs, autour de non-respect des besoins, etc., etc., etc. Et donc, on va avoir des gens qui vont, du coup, se sentir plus en confiance, avoir une meilleure alliance et, du coup, pouvoir mettre en place un processus de changement, d'adaptation de l'environnement ou de changement de stratégie éducative qui va venir fluidifier et la relation avec leur animal et permettre à l'animal d'aller vers un mieux-être et donc, sociétalement aussi, diminuer les impacts qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, que ça soit en termes de maltraitance, de violence, d'abandon ou de nombre d'euthanasies de confort. Voilà. Donc, l'idéal serait de pouvoir, à un moment donné, faire des études afin de pouvoir voir réellement l'impact dans ce milieu-là. Ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement et on trouvait que c'était peut-être un joli exemple de public à vous présenter aujourd'hui et d'ouverture vers des choses un petit peu différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui à l'AFDEM. Ouverture, pourquoi ? Parce que la question qui se pose, elle est bien plus globale. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi pour l'entretien motivationnel des nouveaux défis à relever pour demain ? C'est-à-dire à quel niveau l'entretien motivationnel peut être impliqué dans différentes causes, finalement. Donc là, on a parlé un petit peu du bien-être animal, diminution des violences, actes de maltraitance, diminution des abandons, amélioration de la cohabitation et des conditions de vie des animaux, mais aussi de leurs humains, parce que quand on est avec un animal avec qui c'est très tendu, où il y a des difficultés, ça impacte aussi psychologiquement très fortement les humains qui sont autour et la société, l'adaptation des environnements, mais aussi un élevage plus éthique, une amélioration des conditions de vie des animaux de rente, un renforcement de l'éthique autour de la cohabitation entre les êtres vivants et pas seulement d'humain à humain, même s'il y a déjà énormément de travail dessus, mais aussi, par exemple, dans tout ce qui est questionnement de l'ordre écologique. Est-ce que l'EM n'a pas aussi une place, finalement, dans l'accompagnement vers certaines transitions au bénéfice de la planète et puis des êtres vivants qui les habitent, hein. Donc, sur tout ce qui est soutien de changement, de comportement, d'habitudes de vie qui vont dans un sens vers plus d'écologie ou ce genre de choses, au vu un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. On va s'arrêter là-dessus et vous laisser peut-être un temps de questions si vous en avez. On vous montre quand même la petite équipe qui nous a inspirés, maltraités à tel point qu'on a décidé d'aller former les gens, donc qui nous accompagnent au quotidien, qui sont pas forcément raccord avec l'entretien motivationnel pour eux. Ils sont plus dans un style directif. Mais en tout cas, qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir développer l'entretien motivationnel avec ce nouveau public. Et il en existe probablement plein d'autres pour qui ça serait très pertinent ou une réflexion autour de l'inclusion de l'EM dans leur pratique professionnelle pourrait probablement apporter pas mal de choses. Voilà. Merci. Merci Livia, merci Morgane. Et donc,